Les Oui. mots précèdent les massacres. Et ces mots, les dirigeants ne voulaient pas prendre conscience pour des raisons soit politiques, soit des incompétences, n'ont pas voulu prendre conscience que cela entraînerait, en particulier aujourd'hui pour les Juifs, les drames que nous connaissons. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Pierre Bestenou. Pierre, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je précise à nos auditeurs que vous êtes le vice-président du Congrès juif mondial, on va dire d'une certaine manière une sorte de bras droit du président mythique de l'organisation du Congrès juif mondial, Ron Lauder. Et avec vous, je voudrais que l'on revienne sur l'impact de l'attentat de Sydney sur l'ensemble des communautés juives à travers le monde. On a vu hier la cérémonie d'allumage de la 8e bougie de Hanouka sur Bondi Beach, qui était aussi une sorte de cérémonie de recueillement à la mémoire des victimes de ce terrible massacre. Quel est, Pierre, l'impact de ce qui s'est passé à Sydney sur les communautés juives ? Écoutez, malheureusement, Sydney, cette attaque terroriste de la semaine dernière, ne fait que suivre tout un ensemble de mouvements plus ou moins violents, de mouvements antisémites d'une part, de mouvements terroristes d'autre part. Là, nous sommes tous évidemment très touchés par ce qui s'est passé en Australie, mais il y a quelques semaines à Kippour, devant la synagogue à Manchester. Il y a aujourd'hui indiscutablement une montée de la violence, une montée des actes antisémites un petit peu partout dans le monde occidental. Et en même temps, si vous voulez, on ne peut pas être surpris. On est inquiet, mais pas surpris. La violence des mots au lendemain du 7 octobre qui ont été proférés par tout un ensemble d'acteurs de la vie politique, d'acteurs médiatiques, n'ont fait qu'amener malheureusement cette situation que nous vivons avec beaucoup de douleur un peu partout dans le monde, en particulier depuis la semaine dernière à Sydney. Alors, il y a effectivement un traumatisme, on va dire en particulier dans la communauté juive australienne, mais la question se pose, est-ce que les décisionnaires, les chefs d'État, les premiers ministres, les responsables politiques des pays où effectivement on a vu l'antisémitisme ressurgir et se développer, est-ce qu'il y a une prise de conscience que les mots peuvent aussi avoir un impact meurtrier ? Écoutez, il est clair qu'il y a une prise de conscience. Est-ce que l'on peut dire aujourd'hui que c'est trop tard, que la violence est telle dans l'esprit de ces mouvements islamistes, parce qu'il faut les appeler comme ils le sont, ce sont des cellules islamistes, c'est aujourd'hui un mouvement qui est très très fort, qui était préparé avant le 7 octobre et qui a trouvé avec le 7 octobre une capacité à se développer très fortement. Et ces mots qui ont été prononcés au lendemain, au surlendemain du 7 octobre, comme gazer les Juifs, internationaliser l'intifada, que ce soit à Sydney, à Londres ou à Paris, voire à New York, ces mots n'ont fait que anticiper les massacres. On a rarement vu, je crois que c'est Primo Levi qui disait ça, les massacres arrivaient avant les mots. Oui. Les mots précèdent les massacres. Et ces mots, les dirigeants ne voulaient pas prendre conscience pour des raisons soit politiques, soit des incompétences, n'ont pas voulu prendre conscience que cela entraînerait, en particulier aujourd'hui pour les Juifs, les drames que nous connaissons. Et vous avez le sentiment que ça a changé avec ce qui s'est passé à Sydney ? C'est trop tôt pour le dire, mais parlons de la France ou de l'Angleterre, voire de l'Allemagne, en Europe. Il y a sans aucun doute une prise de conscience, mais il y a une incapacité à contenir aujourd'hui un mouvement extrêmement violent. Et puis c'est en même temps entretenu par des partis politiques. On peut citer sans complexe l'extrême gauche française. Cette tension est entretenue par des mouvements politiques, relayée par des médias, et les pouvoirs publics essayent de réagir avec les moyens qui sont les leurs, pas souvent tout à fait au point, mais nous devons être conscients que nous allons continuer à passer une période difficile.
Quel doit être le rôle, ou peut-être le rôle du Congrès juif mondial? C'est d'intervenir auprès des dirigeants, des chefs d'État, des premiers ministres, des ministres, pour essayer de calmer l'atmosphère, calmer l'état d'esprit on va dire, anti-israélien qui est presque omniprésent, on va dire, dans plusieurs pays occidentaux, pas seulement même. En mai 2026, dans quelques mois, le Congrès juif mondial fêtera ses 90 ans à Genève, puisqu'il a été créé en 1936 par Naum Goldman à Genève. Donc 90 ans d'action du Congrès juif mondial ont toujours été axés sur principalement deux piliers. Le premier pilier, dès 1936, c'était le soutien à la création d'État d'Israël, qui se transforme aujourd'hui, le soutien à l'État d'Israël, dans toutes les formes possibles que nous pouvons avoir. Et le deuxième pilier, c'était, et ça le reste évidemment, la défense des communautés juives dans le monde. Donc aujourd'hui, nous continuons au Congrès juif mondial sur ces deux axes. Il est vrai que dans l'un comme dans l'autre, la situation n'est pas simple. La montée de l'antisémitisme, on peut la comparer à un tsunami, et on essaye d'aller dans tous les domaines dans lesquels nous pouvons intervenir. Bien sûr par rapport aux médias, bien sûr par rapport au gouvernement, mais aussi essayer de faire en sorte que les communautés restent fortes. Parce que je crois que c'est un élément majeur. Il faut que les Juifs restent forts en diaspora. Il faut que les Juifs n'aient pas peur. On ne peut pas imaginer que notre réponse à cette violence, à cet antisémitisme, soit que les Juifs se cachent. Les Juifs doivent rester forts, et ils le resteront, et nous sommes avec eux pour essayer de les encourager sous différentes formes, un petit peu partout dans le monde. Alors, vous le précisiez à l'instant, le Congrès juif mondial n'a pas pour vocation d'encourager les communautés juives à la Aliyah, mais Pierre, ceux qui ont un petit peu de mémoire se souviennent que vous-même, vous avez été pendant de longues années un pilier, on va dire, de l'encouragement à la Aliyah, à l'intégration ici en Israël. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que des communautés doivent envisager de manière sérieuse l'Aliyah en Israël? Et est-ce que vous pensez que le gouvernement doit se mobiliser, comme cela a été avancé ces derniers jours, pour créer, par exemple, comme l'a proposé un des anciens ministres israéliens, une sorte de comité, de cellule de crise visant à encourager l'Aliyah d'urgence des communautés juives de diaspora, en particulier des communautés occidentales? Alors, merci à Daniel de rappeler combien je suis engagé. J'ai été engagé et je le reste sur l'Aliyah. Mais j'ai toujours dit et répété que l'Aliyah, Israël n'était pas une sortie de secours. L'Aliyah, c'est un rêve. Le sionisme, c'est une idéologie extrêmement forte que l'on n'emprunte pas comme dernier recours. Et donc, ça ne doit pas être aujourd'hui un élément qui fasse que les gens disent parce que j'ai peur dans la banlieue parisienne, alors j'ai plus d'autre choix que d'aller en Israël. Pour moi, ce n'est pas comme ça que je conçois l'Aliyah. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le rôle du Congrès juif mondial est d'aider les Juifs là où ils sont. Le rôle de l'agence juive est d'aider les Juifs à venir en Israël, les encourager, les aider à venir en Israël. Donc, le Congrès juif mondial, oui, est à côté des Juifs dans la diaspora lorsqu'ils veulent partir, si on peut les aider sous une forme ou une autre. L'agence juive a cette responsabilité de faire en sorte que les Juifs puissent venir. Les cellules de crise, les grands projets d'Israël, ça fait effectivement près de 25 ans que j'entends régulièrement ces grands projets. Peut-être qu'on finira par voir finalement un vrai grand projet qui sera lancé par le gouvernement actuel. Mais sur le principe, le fait même qu'à une certaine période, on disait bien l'Aliyah refuge, l'État d'Israël comme État refuge, c'est terminé. Il y a eu l'Éthiopie, il y a eu les communautés juives de l'ex-Union soviétique. Finalement, aujourd'hui, avec les communautés de juives dans les pays occidentaux, en Europe, aux États-Unis, eh bien, il n'y a plus besoin d'Aliyah. Mais en fait, peut-être que ce qui s'est passé à Sydney, eh bien, repose le problème autrement. Il y a peut-être une nécessité d'Aliyah refuge pour les Juifs de ces communautés qui se sentent menacés.
L'ALIA, c'est une décision personnelle et une responsabilité collective. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en diaspora, le rôle des communautés juives et le rôle du Congrès juif mondial, c'est d'aider les juifs à rester juifs, c'est d'aider à ce qu'il y ait une vie juive en diaspora qui ait un lien très très fort avec l'État d'Israël. Les communautés juives en diaspora ont la responsabilité d'aider à ce que les écoles juives se développent, que l'enseignement de l'hébreu se développe. Il faut ensuite qu'effectivement, lorsque certains ont le souhait de partir, et j'espère par idéologie et pas pour fuir telle ou telle situation, le gouvernement israélien sera là pour les aider à côté de la communauté dans laquelle ils vivent. Mais encore une fois, l'ALIA ne doit pas être une sortie de secours. Et le dernier point qui est fondamental, je me souviens de conversations à l'époque avec Ariel Sharon, qui a été probablement un des premiers ministres les plus enclins à parler d'ALIA déjà, donc il y a près de 20 ans. Ariel Sharon disait, l'important c'est que les communautés juives fassent en sorte que les juifs restent juifs. Et nous, notre rôle, c'est de rendre notre pays suffisamment attractif pour qu'ils viennent vivre en Israël. Et je crois que c'est un diptyque qui est très juste. Que les communautés restent juives et qu'Israël les attire, non pas en leur disant qu'ils n'ont pas d'avenir là où ils sont, non pas qu'ils sont en danger là où ils sont, mais leur dire combien Israël est un pays formidable, Israël est le pays de leurs enfants, parce qu'il a déjà été le pays de leurs ancêtres, et qu'Israël est l'endroit où ils doivent se projeter par idéal, pas par fuite. Eh bien, nous allons en rester là. Merci beaucoup, Pierre Besnénou, d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir donné votre sentiment et d'une certaine manière celui du Congrès juif mondial après l'attentat, une semaine après l'attentat de Sydney et les perspectives qui s'offrent aux communautés juives de diaspora et aussi peut-être à l'État d'Israël. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation. À bientôt, Pierre. Merci, Daniel.